Alors, on va parler de Sylvanus. On va parler de Sylvanus Olympio. Je voudrais que la technique me passe la vidéo. Sylvanus était aux États-Unis en 62 et quand il est monté dans le Air Force One. Merci. It is time to leave Washington to visit other cities. At the airport, Vice President Lyndon Johnson. It is time to leave Washington to visit other cities. At the airport, Vice President Lyndon Johnson bids farewell to the distinguished guest as he boards President Kennedy's aircraft for the flight to New York. Washington stretches below. Aboard the aircraft, quiet conversation with the Honorable Leon B. Pulata, American ambassador to Togo, before the excitement of New York. Alors, Sylvanus va aux États-Unis en 62. Il est reçu par le président Kennedy. Un accueil phénoménal. Il y a plus... les premiers dirigeants africains qui sont allés aux États-Unis dans les années 60 ont été tellement reçus comme avec beaucoup de respect. Et Sylvanus en était de ceux-là. Il y a eu Ahidjo, il y a eu beaucoup d'autres, vous allez voir les photos. Et Sylvanus a eu le privilège, ce n'est pas donné à tous les chefs d'État, parce que les Américains sont très rigolos, d'être monté dans le Air Force One avec le vice-président Lyndon Johnson pour retourner, je pense, à Washington. Et c'est l'image que je viens de vous montrer. Et Sylvanus, quand on en parle, il faut que nous sachions que c'est véritablement le seul qui véritablement a payé de sa vie pour le Togo. Il y a eu d'autres que je vais citer tout à l'heure, mais c'est le tout premier véritablement qui allait au sacrifice suprême pour le Togo. Qui allait au sacrifice suprême pour le Togo. En 63, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a la photo de ceux qui ont organisé le coup d'État, et merci à la technique de la présenter. Et cette photo-là, vous allez la voir, cette photo de... Non, c'est pas ça, le coup d'État, c'est une photo. Je parle de la photo, pas la vidéo. Ça, c'est pour les événements de 66. La photo du coup d'État. OK. La photo du coup d'État, non, pas cette image-là. Il y a une photo où il y a eu la photo du coup d'État. Si vous l'avez, s'il vous plaît, technique. Je vous attends. Je vous ai renvoyé la photo technique. La photo du coup d'État. S'il vous plaît. On donne un peu de temps à la technique pour nous balancer la photo du coup d'État. Et donc, j'ai eu à vous expliquer l'année dernière comment Eyadema et ses amis, tout ça, ils ont organisé le coup d'État depuis son village jusqu'à arriver à Lomé, le rôle de Bojolé, qui était en fait le chef des mutins, qui leur a permis d'avoir accès à la soute, non, accès à l'armurerie avec ADU et tout ça. Et donc, je ne veux pas peut-être revenir là-dessus. Bon, ce n'est pas l'aspect qui nous intéresse le plus, mais je veux qu'on passe cette photo-là. Elle va passer tout à l'heure. Sur cette photo, vous allez voir cette photo. C'est quand même une photo célèbre des Poutis. Il y a eu plusieurs photos, mais une photo célèbre des Poutis.
J'attends toujours la technique. Voilà, elle arrive. Donc, vous avez de gauche à droite les lieutenants Congo et Alessa. Congo qui était déjà un Saint-Syrien à l'époque, donc c'est quand même un officier de grande valeur. Congo qui était déjà revenu de la France comme Saint-Syrien. Vous avez Alessa, le lieutenant. Après, vous avez le capitaine Dadjo, qui était le plus ancien dans le grade le plus élevé. Vous avez après l'adjudant-chef Bodiolé. Vous avez ensuite, c'était le chef des mutins. Vous avez le sergent-chef Eyadema. Vous avez le lieutenant Alidou. Donc voilà, ces gens-là qui ont réclamé ce crime crapuleux au lendemain de l'assassinat du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. Le 13 janvier 1963. Donc, voilà l'image de l'ensemble. Ce n'est pas eux tous, mais bon, Eyadema n'était pas déjà dans l'armée, c'était des demi-soldes, donc eux n'étaient pas dans l'armée, mais les autres, Dadjo, je ne sais pas comment on appelle, Bodiolé et tous les autres, là, il y avait beaucoup qui étaient déjà dans l'armée. Et donc, voilà comment ça se passe. Voilà, je ne sais pas sur YouTube, la photo n'est pas encore arrivée. Voilà comment ça se passe. Je vais partir de cette photo-là pour faire une analyse. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez la photo. Donc, vous voyez donc, le lieutenant Congo, c'est lui qui a le pistolet sur la tempe. Vous avez le lieutenant Alessa, vous avez le capitaine Dadjo, vous avez l'adjudant-chef Bodiolé, vous avez le sergent-chef Eyadema, vous avez le lieutenant Alidou et les autres. Donc, voilà cette fameuse photo-là. Et donc, ces gens ils font le coup d'État et bien évidemment avec la France, et on décide de faire appel d'abord à Meachi, qui était au Ghana, qui dirigeait l'Union des démocrates pour le Togo, l'UDPT, je pense, qui était sous la protection de Nkrumah, et je vous ai dit que Nkrumah a toujours créé des problèmes à Sylvanus Olympio. Donc, Meachi était sous la protection de Nkrumah, et les Français n'ont pas voulu parce que Meachi était d'obédience marxiste, beaucoup plus marxiste. Ils n'ont pas voulu qu'il prenne le pouvoir après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, le chef, comment on appelle ça, l'officier de liaison à l'ambassade, qui s'appelle 12, son nom c'est 12, D2OZE, c'était son nom. Il fait appel à Gruniski, il envoie un télégramme à Gruniski, qui est au Bénin, et il invite à rentrer au Togo pour prendre la tête du pays après l'assassinat. Et vous savez que Gruniski et Sylvanus Olympio ont des liens, des alliances de famille. Et bien qu'ils étaient dans les groupes politiques différents, donc le progrès qu'on appelle Konomama, les gens qui n'ont pas été à l'école appelés les autonomies, et les gens qui sont au cuite avec la Juventus qu'on appelait le camp de Ablori. Et donc, lorsque Gruniski revient prendre le pouvoir, vous imaginez le choc parce que Sylvanus venait d'être tué, son corps n'est même pas encore refroidi, que son beau-frère, ou c'est pas son gendre, je ne sais pas lequel est le meilleur en ce moment-là, lequel est le plus adapté. Donc, son gendre revient, ou son beau-frère revient prendre sa place. Vous imaginez le choc. C'est-à-dire, même si on est des adversaires politiques, on est des ennemis politiques, alors que l'un a épousé la sœur de l'autre.
quand on tue l'un, l'autre vient et il prend le pouvoir. Vous imaginez le choc que les nationalistes à l'époque ont vécu en voyant Grunitzky prendre la tête du pays à la suite de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et à partir de ce moment-là, une fois le deuil passé, à partir de ce moment-là, le seul objectif des nationalistes, c'était d'évincer Grunitzky du pouvoir. Et c'est normal. C'était de faire tout pour reprendre leurs choses. Parce que pour eux, c'est comme Grunitzky, c'est comme le colonialisme qu'ils ont combattu, la France qu'ils ont combattu est revenue à la tête du pouvoir. Donc, une fois le deuil passé, l'enterrement de Sylvanus, le deuil passé, il y a eu quelques frictions, il y a eu certains qui ont quitté le pays quand on a assassiné Sylvanus. Le reste des cadres du culte, de la Juventus, tout ça, c'est de s'organiser pour reprendre le pouvoir des mains de Grunitzky, qui était leur pire ennemi. À l'époque, ils ne se traitaient pas comme adversaires, ils se traitaient comme des ennemis, même s'ils avaient des liens de famille. C'était très violent. Les faits historiques sont là, c'était très violent. Donc, leur objectif, c'était de reprendre le pouvoir des mains de Grunitzky. Alors, ils se sont réorganisés. Entre-temps, Eyadema, qui n'était pas dans l'armée, donc quand Grunitzky arrive, Grunitzky prend un décret, il intègre Eyadema dans l'armée. De sergent-chef, Eyadema gravit rapidement les échelons, au point que dans les années 66, Eyadema devient lieutenant-colonel et donc chef d'état-major de l'armée. Il vient surpasser tous les autres. Donc, les Congos, les Komlan, comment appelle-t-on, les Dadjo, Eyadema vient les supplanter tous. Parce que c'est lui qui a eu le courage de réclamer le crime. Donc, il vient les supplanter tous et il devient rapidement le patron de l'armée. Vous voyez, Meilhati était le vice-président de Grunitzky parce que comme la France ne voulait pas de Meilhati à la traite, ils ont créé un duo, donc une partie une partie du sud, une partie du nord, donc ils ont mis un duo qui n'a pas tenu. Donc, Eyadema étant devenu le patron de l'armée, il résidait au camp hérité. Parce que le camp hérité, voilà, merci, le bicéphalisme. Le camp hérité, c'était en fait, à l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'était un embryon. C'était pas encore une caserne proprement dite, mais c'était là où on logeait les chefs d'état-major de l'armée. Il n'y en avait pas encore en ce moment-là, de manière claire et nette. Donc, Eyadema s'installe là-bas comme résidence du chef d'état-major de l'armée. Le camp hérité. En fait, c'était ça. Et jusqu'à aujourd'hui, le camp hérité abrite toujours, c'est le camp hérité où il y a la résidence des chefs d'état-major de l'armée togolaise. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez le chef d'état-major général, vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de l'air, tous ils habitent là-bas. Donc, c'était le lieu où il y a le chef d'état-major habitait. C'est pour ça que Eyadema en a fait sa résidence. Donc, les nationalistes qui voulaient se débarrasser de leur pire ennemi Grunitzky se débrouillaient pour le mettre en difficulté. Jusqu'aux événements de 66. Et ces nationalistes-là, certains étaient de connivence avec l'armée. Écoutez-moi très bien. Pas tous les nationalistes, certains, ils étaient de connivence avec l'armée. Or, les gens qui sont à la tête de l'armée en ce moment-là, c'est eux qui ont assassiné leur leader, c'est-à-dire Sylvanus Olympio. Donc, ils étaient de connivence avec l'armée. Les gars allaient dans le camp là-bas, ils rencontraient Eyadema, et Eyadema les manipulait, leur disait de faire des manifestations, de faire des trucs, tout ça. Et ils faisaient des manifestations. Pour eux, c'était logique. Je serais à leur place que, bon, j'aurais pu réfléchir comme ça. Mais sur le plan éthique, il y a un problème. Donc, ces gens, de temps en temps, il y avait des troubles dans les quartiers. Vous voyez, Lomé était délimité, la ville n'était pas très grande à l'époque. C'était une grande partie de la ville, c'était au bas de la lagune. Donc, toute la zone qui est côtière, elle était plus ou moins cuite. Parce que c'est là-bas où il y avait les plantations et tout. Toute la zone côtière était plus ou moins les fiefs des cuites, donc de Kodjevia-Kopé, en passant par le Grand Marché, en allant vers Ablogam et dans le Bé, tout ça, c'était cuite. Et la zone Yekonako un peu, là où il y avait la résidence de Grunitzky, c'était la zone des autonomies. Les gens qui sont des autonomies. Plus, voilà, on appelait les quartiers des gens de autonomie. Et donc, il y avait
plus ou moins des troubles et tout, et tout, et tout. Jusqu'aux événements de 21 novembre 66. Le 21 novembre 66, la foule, manipulée par effectivement les militaires, est rentrée dans les rues et a pris d'assaut les médias. La radio, je pense la radio à l'époque, avec à sa tête Noé Koutoukouli, qui était nationaliste. Et à l'époque, les gens qui étaient à la radio, c'était comment appelle-t-on, Boutibi Tevi Tidjoglela, c'est lui qui était journaliste à la radio. Et ces troubles-là ont été matés, ces troubles ont mis en difficulté Grunitzky. Écoutez les vidéos de ce qui s'est passé en 66. Technique. Il y a un deuxième son que j'avais envoyé à la technique où Grunitzky parlait. Grunitzky réagissait et Adema parlait. Je ne sais pas si vous avez cette vidéo. Non, c'est pas ça. Non. Je vous renvoie ça à la technique. C'est important qu'on passe ce son, s'il vous plaît. Je vous envoie ça. Peut-être que vous ne l'avez pas téléchargé. Un instant, je regarde. Je regarde rapidement. C'est celle-là, technique. C'est celle-ci. S'il vous plaît. Mais je peux la jouer de mon téléphone pour que vous entendez. Mais je vais voir si je peux la jouer. D'exécution aux premières heures de la matinée. Les auteurs de ce complot, ce sont ceux des membres de l'unité togolaise à Lomé qui ont refusé la réconciliation et l'union nationale et ne rêvent que de vengeance et de reconquête du pouvoir en dehors du libre jeu de nos institutions. Rien autrement ne justifie les activités subversives et séditieuses
qui ont trouvé leur dénouement ce matin. Le pays était calme. Les disputes qui, jadis, déchiraient les familles et les villages ont disparu. La paix règne partout, permettant à nos populations de se consacrer au travail. Voilà ce que n'acceptent pas les ennemis de la réconciliation et de l'union nationale. Faisant fi des autres partis, ils veulent à tout prix, par la ruse et par la force, ressusciter le gouvernement d'arbiteurs et d'abus que nous avons connu. L'armée gardienne de la nation, dont je vous ai dit ce matin qu'elle restait fidèle à sa mission, à la situation en main et veille. La plupart des meneurs du complot sont arrêtés. Les autres en fuite sont recherchés. Le calme est revenu des midi à Lomé, où seul il a été un peu troublé. Il n'a à aucun moment cessé de régner partout ailleurs dans le pays. Mes chers compatriotes, je vous convie de nouveau à rester calme et à vous serrer les coudes pour le salut de notre pays. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. La position de l'armée laisse la parole au chef d'état-major des forces armées togolaises qui nous la précise. Comme chef d'état-major des forces armées togolaises, le lieutenant-colonel Eyadema, chef d'état-major des forces armées, appelle la population à manifester par son calme et son attitude digne de sa maturité politique. Le président de la République a pris en toute connaissance de cause les mesures pour assurer la paix intérieure. Je convie donc tous les Togolais sans exception à reprendre le travail immédiatement. Faites confiance à votre armée qui reste et demeure au service du pays. Voilà. Et donc, comme on est en train de faire un peu d'histoire, ce sont des faits, hein? Ce sont des faits historiques. Sans exception à reprendre le travail immédiatement. Faites confiance à votre armée qui reste et demeure au service du pays. Ce sont des faits. Et donc, ce mouvement, évidemment, Bruniski qualifiait les gens du Cuit des gens haineux qui voulaient ramener, il les qualifiait comme il voulait parce que bon, il sait que ce sont ses adversaires de toujours qui voulaient le déstabiliser. Et l'armée a fait semblant de s'interposer entre les deux parties, alors que déjà l'armée tirait les ficelles. Et donc, dans la foulée de ces événements, Bruniski a été obligé, plus tard, de démissionner. Et il y a eu ce gouvernement de Dadjo de 3 mois. Et après, Eyadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967. D'accord? Quand Eyadema vient au pouvoir, ce sont les gens qui manifestaient avant, certains qui manifestaient avant. Je suis en train de vous décrire un certain nombre de choses pour que vous compreniez d'où on vient et pourquoi c'est plus en plus, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette frange des nationalistes, je ne dirais pas que ils ont réfléchi, ils se sont dit, la seule façon pour nous, je ne vais pas assimiler ça de la trahison, mais la seule façon pour nous de se défaire de notre ennemi de toujours, donc Bruniski, c'est de nous allier avec l'armée. C'est comme ça qu'ils sont allés vers Eyadema. Alors que Eyadema était censé être celui qui avait assassiné leur leader. Vous voyez? Et donc, quand Eyadema vient en 1967, évidemment, les premiers qui vont rentrer dans son gouvernement, il y avait beaucoup qui étaient nationalistes. Vous avez par exemple Théophile Mali, qui lui, on connaissait plus ou moins sa position par rapport à Olympio, même les archives qui ont été déclassées le disent. Vous avez Paulet Ekou, qui était aussi avec, qui est rentré dans le gouvernement, c'était un nationaliste. Vous avez Bengbeni Namale, c'est le père de l'actuel ministre. Je reviendrai sur ça. Bengbeni Namale, qui était au gouvernement. Vous avez, comment appelle-t-on, je pense Pierre Adosama, qui était au gouvernement. Vous avez, qui d'autre encore?
Pierre Adoussama, vous avez qui d'autre encore? Je ne sais pas si Djoba Boukari était, je pense oui, Djoba Boukari était parce qu'il revenait de la France, il était de la jeune, il était au ministère de l'économie, tout ça. Et donc, il y a eu une espèce de syncrétisme. Hein? Il y a eu une part qui sont venus des nationalistes et une autre partie qui est venue de quelques autonomies ou progressistes, comme on le dit. Donc, ces gens étaient au gouvernement, se disant que il y avait Mivedor. Et se disant que, bon, comme il y a des gens, c'est un analphabète, excusez-moi, entre griffes, et il ne connaît rien du pouvoir, on va l'entourer, et puis après, on va le dégager, et puis on va prendre le pouvoir. Sauf que Eyadema était plus malin qu'eux. C'est ça la réalité. Et donc, ils sont rentrés au gouvernement, mais avant de rentrer au gouvernement, c'est l'armée qui les a manipulés. Il y a un livre, dont je vais vous lire les extraits, vous allez voir, les gens qui ont fait la campagne pour que les militaires viennent au pouvoir en 63. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que ces faits-là, beaucoup n'en parlent pas souvent. Beaucoup n'en parlent pas pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Parce que c'est une partie de l'histoire que les gens n'aiment pas évoquer. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. En dehors des Théophile Mali qui ont fait une campagne pour faire venir les militaires, il y avait aussi, je vais vous lire une partie. Je vais vous lire une partie. Je vais vous lire une partie. Voilà. Et le livre de Issaka Touré, Raouf Issaka Touré, El Hadj Abdou Raouf Issaka Touré, il faut le lire, dit ceci. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait une certaine... Lui, il est nationaliste, hein, et il a écrit un livre, vous pouvez trouver ça. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait déjà une certaine méfiance entre les deux têtes de l'exécutif. Je venais de le dire. Le président Nicolas Grunitzky et le vice-président Antoine Meati. Cette méfiance se muait de plus en plus en rivalité et en animosité. Et en 1966, chacune des deux personnalités avait déjà formé son clan. Djobo Boukari, tout comme de nombreux jeunes nationalistes, était plus ou moins neutre et se contentait de compter les points dans ce pugilat qui opposait les deux personnalités au sommet de l'État. Par ailleurs, le culte rénové, je vous ai dit que le culte a été rénové pour aller contre Grunitzky. Le culte rénové s'organisait activement afin d'accéder au pouvoir par les élections promises par les militaires dans un futur proche. Donc, quand les militaires ont invincé Grunitzky, ils ont dit qu'ils vont organiser les élections, ce qu'ils n'ont pas fait. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes qui étaient à la tête des militaires, et Adema, dont Djobo Boukari. Ils en avaient marre des disputes quasi quotidiennes entre les deux têtes de l'exécutif. Il faut quelque chose. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires, c'est là où ils ont été naïfs. Je ne les accuse pas de traîtrise, ils ont fait preuve de naïveté. Donc, ces nationalistes-là. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires pour sauver le pays de la recolonisation, je vous ai dit tantôt que leur objectif, c'était de se défaire de Grunitzky qu'ils considéraient comme la continuité de la France qu'ils ont combattu pendant des années. Et donc, ils pensaient naïvement qu'en s'associant aux militaires, ils allaient mettre fin à cette continuité de la France, donc en limitant Grunitzky. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, croyant cette fois être en phase avec les militaires, donc c'est les nationalistes, pour sauver le pays de la recolonisation, les nationalistes organisèrent le 21 novembre 1966 des manifestations sur toute l'étendue du territoire pour exprimer le mécontentement du pays. À la radio, Djobo Boukari harangua la population en thème pour les exhorter à sortir massivement et dénoncer le néocolonialisme rampant. Et quand les militaires firent volte-face, il fut arrêté comme la plupart de ses camarades. Les militaires les ont poussés, mais quand la situation a dégénéré, les militaires ont fait volte-face. Ils ont fait un premier repli et on a arrêté les gens comme les Djobo Boukari.
vous voyez, et gardé en prison pendant une semaine. Quand il en sortit, une seule alternative lui est offerte. Accepter de devenir ministre ou retourner en prison. Il devint ministre de ce gouvernement éphémère qui dura quelques semaines. Quelques semaines avant le nouveau coup d'État du 13 janvier 1967 qui évinça le président Bruniski. Donc, il avait le fusil sous la tempe, il a accepté d'être ministre quelques semaines dans le gouvernement je pense, de Dadjo avant de démissionner. Le départ du président Bruniski était interprété par Djobo Boukari et ses camarades comme le gage d'une politique désormais débarrassée du néocolonialisme. C'est pourquoi il n'y eut aucune opposition quant à leur participation au gouvernement issu du second putsch. Ils étaient 3 à y entrer et Djobo Boukari accepta le poste des finances et de l'économie. Quand 2 ans plus tard, vous voyez, donc les militaires leur ont dit, oh, nous on va céder le pouvoir. Ils sont rentrés avec les militaires. C'est là où je dis, ils ont fait preuve de naïveté. Quand 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte de leur erreur, leur tentative de rectification n'aura eu aucun effet que l'éviction de Djobo Boukari du gouvernement. N'ayant désormais plus d'autres activités que celles de l'OPAT, il s'y investissait entièrement comme lui seul sait le faire, parce que c'est Djobo Boukari qui a créé l'OPAT. Des conseils de Djobo Boukari à son ami le ministre Paulin Eklou n'avait pas besoin. Djobo passait désormais son temps chez lui et dans son bureau des affaires étrangères jusqu'à sa candidature au PNUD. Voilà un témoignage d'un très grand nationaliste, l'ambassadeur Raouf, qui a écrit un livre et qui retrace comment ça a été. Donc, c'est cette frange de nationalistes qui sont allés chercher les militaires et Eyadema pour prendre le pouvoir en 1967. C'était une preuve de naïveté. Je n'assimile pas ça à la traîtrise, c'est une preuve de naïveté. Donc, dans ce gouvernement, il y avait pas mal de nationalistes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Mali, Pierre Adossama, Djobo Boukari, Paulin Eklou. Et quand l'heure est arrivée, parce qu'ils ont compris que les militaires les roulaient, ils ne voulaient pas céder le pouvoir, ils ont voulu démissionner. Djobo lui est parti, mais Mivedor a convaincu Paulin Eklou de ne pas démissionner du gouvernement. Vous voyez. Maintenant, ceux qui ont résisté, ceux qui ont dit, nous, on reste fidèles à la mémoire de Sylvanus. Il n'y a aucune compromission à faire avec le régime. Les militaires ont commencé par les assassiner un à un. D'abord, ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans ce jeu-là, on a Hospice Coco, qui lui, je pense, dès que le coup d'État s'est passé, il s'est barré. Il y a le docteur Fiadio, il y a certainement Martin Akou, et il y a Louki qui est le père du banquier. Il y a les Sankarija, et il y a, je pense, Namoro Karamoko et tous les autres. Il y a Djagba. Djagba qui était... il y a le docteur Atirepe aussi. Et donc, il y a eu cette histoire de tentative de coup d'État en 1970, le complot de je ne sais pas quel mois là, qui a permis à Eyadema d'arrêter un certain nombre d'acteurs qui sont des nationalistes. Et Djagba, Laurent Djagba, qui était à l'époque, je ne sais pas, il était avec Sylvanus à New York, aux États-Unis. Djagba et Atirepe, ils fuyaient pour aller en Guinée, chez Sékou Touré. Et ils ont été arrêtés à Takoradi et ramenés à Lomé par hélicoptère. Donc, ils sont venus retrouver en prison le docteur Atirepe, le docteur Fiadio et Alexandre Osei, qui est le grand frère de Madame Badanyaki et donc l'oncle de Menyasibe, Lazo, et qui est le père de l'opposant Lazo, et bien d'autres. Donc, ces gens ont subi les pires tortures. Ils appelaient ça le coup d'État de 8 août 70, le complot du 8 août 70. Donc, ces gens ont été torturés de la pire des manières parce que Eyadema estimait que ce sont les seuls nationalistes qui lui résistaient, qui ne voulaient pas de lui, qui ne voulaient pas du tout de lui, qui ne voulaient pas aller dans le sens qu'il voulait. Et donc, quand on les arrête, le 1er janvier 1971,
Diagba, il meurt, torturé sous le coup de la torture. Il est mort, c'est lui le premier qui est mort en 71. Donc, ça fait combien d'années aujourd'hui? C'est combien? Laurent Diagba, c'est le père de Foussena Diagba. Donc, il était un greffier de formation. Et puis après, il est mort le 1er janvier 1971. Voilà, qu'il est décédé. Donc, ça fait 55 ans. On n'a jamais retrouvé son corps jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ses enfants n'ont jamais vu son corps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait disparaître le corps, comme on a fait disparaître le corps de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, les Diagba n'ont pas le corps de leur papa pour en faire le deuil. La commission réconciliation a demandé de faire la lumière, ça n'a jamais été fait. Donc, Diagba, lui, il meurt, il est le premier qui est mort sur la torture. Ensuite, il y a Alexandre Osei, qui a été aussi assassiné, donc sous la torture, qui est mort. Alexandre Osei, qui est le grand frère de Mme Dagadi, qu'il a démarré pris après comme épouse. Ensuite, il y a eu Lazo, qui est mort le 3 janvier 1911. Et les autres, et Adema, face au tollé que cela a suscité, et Adema a été obligé de les libérer le 13 janvier 1971. Le docteur Atilepe, Fiadio, tout ça ont été libérés. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Je veux qu'on me passe la photo de l'Assemblée élue en 58. Pourquoi je parle de cette histoire? Je parle de cette histoire pour en arriver quelque part. Voilà. Vous voyez cette photo-là, il faut bien la rapprocher. Quand vous voyez cette photo que je suis en train de projeter, moi-même, je vais le voir sur mon téléphone. Vous allez voir l'Assemblée élue de 58. Tout le monde est là-bas. Je vais vous donner les noms. Je vais vous donner les noms, un instant, la technique et tout ça. Sinon, la technique. Je vais vous donner les noms de tous ceux qui sont sur la photo. Un instant, si vous voulez. Alors, vous avez quoi? Vous avez Sylvanus Olympio sur la photo. Vous avez Laurent Diagba. Il est juste pas trop loin. Vous avez Michel Ayassou, donc Tablibo, qui est un cousin d'Agboibo. Vous avez le docteur Fiao Emmanuel. Vous avez Paulin à côté. Vous avez Michel Tchédré de Bassa. Vous avez Maman Moumouni, qui est, je pense, de Kabou. Vous avez quelqu'un de Bafilo, dont je ne vois pas bien le nom. Vous avez Maman Aruna de Sokodé. Vous avez Benoît Palanga de la Makara. Vous avez Antoine Idriss Meati. Vous avez Sambiani Yanchabre d'Apaon. Vous avez Mongore Yoma d'Apaon. Vous avez Nana Malek Bengbeni. Donc, Nana Malek Bengbeni, c'est lui qui est juste... il est juste là après, en gros, après Sylvanus Olympio. Donc, c'est le père de le Bengbeni actuel qui est ministre. Je veux vous faire l'histoire pour que vous voyez les liens qu'il y a par rapport au Nyasingbe. Vous voyez Namtougouli. Namtougouli, c'est lui qui est juste après... Namtougouli, c'est lui qui est juste après Paulin à côté et au-dessus un peu c'est lui qui est juste après Sanvi de Tové. Sanvi de Tové qui est à gauche de Sylvanus Olympio, qui a porté le lunette. À droite, c'est celui qui a porté le boubou, c'est Théophile Mali. Donc, en gros, celui qui a porté un petit chapeau sur la tête après Sanvi de Tové, c'est Namtougouli. Namtougouli, c'est le père de celui qui était récemment ministre de la Justice et membre de la Cour constitutionnelle. J'appelle les noms pour que vous compreniez certaines choses. Je vais vous amener quelque part. Donc, vous avez Namtougouli, vous avez Collor Clément qui a été aussi assassiné. Il fait partie de ceux qui ont résisté. Collor Clément qui a été aussi assassiné. Vous avez Sanvi de Tové qui est le père de l'actuel président Jean-Lucien Sanvi de Tové. Alors, pourquoi je vous présente ces images-là? Quand vous voyez cette image-là, vous allez voir que les Nyasingbe, donc,
en partant de Eyadema, ils savent que Eyadema sait que c'est cette frange des nationalistes-là qui a commis l'erreur ou qui a été naïf, qui lui ont donné le pouvoir. D'ailleurs, toutes les chansons qu'on chante à la gloire d'Eyadema, on le chantait aussi pour Sylvanus Olympio. C'est ces nationalistes-là qui ont commencé, ces gens qui étaient naïfs, qui ont commencé par appeler Eyadema Foti, parce qu'il s'appelait Sylvanus Faux Silva. La chanson d'Enigma sur laquelle Eyadema dansait, c'est Sylvanus qui dansait sur cette chanson-là. Ils l'ont transféré sur Eyadema. Vous voyez? Et donc, parce que les Nyasingbe n'ont pas la mémoire courte, Foti, par rapport à son prénom Étienne. Donc, les Nyasingbe ont toujours utilisé d'une manière ou d'une autre cette frange des nationalistes-là pour consolider leur pouvoir et briser toute tentative d'alternance au Togo. Et ils le font de façon intergénérationnelle. Qui est président de la République aujourd'hui? Sanvi de Tové. Vous pensez qu'ils l'ont choisi parce que, bon, il s'appelle Sanvi de Tové? Non. Parce qu'il est un symbole. Parce qu'il est un symbole. Le père de Pascal Bodjona, par exemple, a refusé toute compromission avec Eyadema. Il est resté droit jusqu'au bout. Mais Eyadema a tiré vers lui son fils. Faure utilise aujourd'hui son fils. Bengbeni, son père était nationaliste. Namtougli, qui est resté pendant longtemps à la Cour constitutionnelle, ceux qui ont validé les faux résultats pendant les élections, il est sorti d'une maison nationaliste. Et Amados Djoko, vous connaissez? Amados Djoko, vous connaissez? Amados Djoko, c'était un inspecteur de sport, mais c'est des gens qui ont fait l'animation politique et qui étaient à la JPA, Jeunesse Pionnière Agricole. Mais il a son, je sais pas, c'est son fils ou bien le fils de son frère qui est à la Cour constitutionnelle. C'est une maison nationaliste qui est à la Cour constitutionnelle, Amados Djoko, qui est d'ailleurs l'oncle direct de Carlita Amorin, qui est la femme de Faure Gnassingbé. Vous voyez les liaisons, les combines, parce que tout le problème du Togo, en grande partie, est un positionnement pour certains autour des Gnassingbé, plutôt que de se battre véritablement pour l'alternance. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut renverser la table. Quand on dit il faut couper tout ça, les gens ne veulent pas parce qu'il y a des alliances intergénérationnelles. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a d'autres que vous ne voyez pas. Ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce dont les enfants, on voit. Mais il y a ce que vous ne voyez pas. Quand le régime est en difficulté, il les sollicite. Il y a les alliances familiales. Il y a les alliances d'affaires. Il y a des gens qui sont depuis. Oui, il y a Mme Sankarija qui a été nommée aussi ministre récemment. Qui a été nommée ministre récemment. Elle est de la, je ne sais pas si elle est la fille de Sankarija, mais tout ça pour les Gnassingbé, c'est un symbole qui, c'est-à-dire, ils savent d'où est venu leur pouvoir et ils savent qui utiliser quand ils sont en difficulté pour consolider leur pouvoir. Donc, biologique, l'idéologie n'a jamais été biologique. Toi là, pour vous dire que ceux qui disent oui, nous, mais au Togo, il n'y avait que deux partis politiques, hein, avec des petits alliances petites. Il y avait soit tu es progrès, soit tu es nationaliste. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui étaient nationalistes, comme nous, nos parents, d'autres personnes, et il y a ceux qui étaient des progressistes. Mais le fait que des gens qui sont issus des grandes familles de nationalistes aient fait des alliances avec les Gnassingbé et continuent de faire des alliances avec des Gnassingbé, d'aller au secours des Gnassingbé, ou que les Gnassingbé instrumentalisent quand ils sont en difficulté, c'est ça qui retarde l'alternance au Togo. C'est ça la réalité. Parce que à
travers ce jeu-là, ils sont rentrés dans toutes les familles. Et quand on rentre dans les familles, on paralyse les familles. Parce que les gens sont beaucoup plus, je sais pas, plus intéressés par, voilà, c'est ma cousine, elle est la femme du président, c'est mon oncle, il est au gouvernement, que de lutter véritablement pour changer le pays. C'est ça la réalité. Et c'est tout ça qu'on vit aujourd'hui. Je vous ai dit que j'ai fait une enquête sur tous les liens des familles qui sont rentrés parmi les Gnassingbé. On vient de voir Ayassou. Ayassou qui est là-bas, il était de la branche Progrès. Mais Ayassou qui est là-bas, mais sa soeur, c'est sa fille, a fait des enfants à Yadema. Donc, c'est une cousine d'Agboibo. Est-ce que vous le savez? La mère de Naka Gnassingbé et de Yvonne Gnassingbé, Yvonne qui est décédée, leur maman est Ayassou. De la grande famille Ayassou. Après, vous avez les Sina, tout ça. Mais voilà, donc il y a Ayassou ici. Et Yadema a pris femme dans la maison. Alessandro Sey, qui est de la branche nationaliste, Yadema a pris sa soeur. Madame Dagadi, la mère de Gnassingbé. Donc, voilà des réalités qui paralysent de l'intérieur la lutte que les Togolais mènent pour le changement ou pour l'alternance. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelqu'un qui est quelque part, qui entend quelque chose qui va leur apporter parce qu'ils ont des liens de famille. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est une brèche que j'ouvre. Je reviendrai faire une grande émission sur ce qui, depuis 1966, et les alliances familiales que les Gnassingbé exploitent pour paralyser le combat du peuple togolais. Et les grandes familles qui se positionnent dans ces choses-là. Donc, il y a plein de gens dont les parents ont contribué à consolider le pouvoir des Yadema. Ils sont très nombreux. La liste est longue. C'est vrai qu'après, il a assassiné certains, parce qu'à partir de 1969, quand il a viré les premiers du gouvernement et que les nationalistes ont compris que mais ils ont commis une erreur, ils ont commencé par activer certains de leurs frères qui sont des nationalistes dans l'armée pour essayer de liquider Yadema. C'est comme ça que les Assila ont été empoisonnés, parce que Assila vient de la grande maison de Notien, donc ils sont nationalistes. C'est comme ça que les Kromlans ont été assassinés plus tard. C'est comme ça qu'après les Congos ont été assassinés, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé par liquider les gens. Parce qu'ils ont compris que certains nationalistes ont commencé par s'appuyer sur leurs frères qui sont dans l'armée pour pouvoir se défaire des Yadema. C'est comme ça qu'ils ont commencé par les assassiner. C'est ça la réalité. Parce que les gens comme les Komlan, les Kofi Congo, ils étaient déjà des Saint-Syriens. C'était les tout premiers Saint-Syriens. Donc, c'était des gens, voilà. Après, il y a eu la génération des Francisco Lawson, des Lawson Merlo, tout ça. Mais les Komlan, tout ça, étaient déjà des Saint-Syriens. Ceux qui ont assassiné Komlan, il y a un de ces assassins qui vit aujourd'hui. Qui est très âgé, mais qui vit aujourd'hui. Donc, cette partie de l'histoire où les nationalistes, où certains nationalistes ont commis l'erreur, par naïveté, d'aller chercher l'armée pour venir se défaire de Grunitzky, qui est leur pire ennemi, c'est ça qui a permis à Yadema d'être au pouvoir. Et les Gnassingbé, qui ne sont pas des gens dépourvus de mémoire, ils utilisent toujours ces gens-là. Ils rentrent dans les familles. Vous avez ici le père de Jean-Lucien le père Sanvi de Toré. Il était quand même très brillant. Aujourd'hui, son fils est président de la République. Même s'il faut ne lui donne aucun pouvoir, mais aujourd'hui, il est là. C'est la symbolique qui les intéresse. Voilà Sanvi de Toré qui est à côté de Sylvanus. C'est son père. Aujourd'hui, on prend le fils comme la symbolique pour paralyser les choses de l'intérieur. Et derrière le fils, il y a d'autres familles qui vont se mobiliser pour dire ah, mia ta violo, mia ni violo, mia togbe violo, mi tati mia be changement be nyawa, mia pate mia gunu vire quoi evo. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Bengbeni, son père. C'est ça. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui a un lien avec l'histoire. Et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui tirent leur origine depuis l'histoire, à travers ces imbrications familiales qui nous paralysent de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ces imbrications qui nous paralysent de l'intérieur. Je n'ai pas suffisamment le temps aujourd'hui pour décortiquer tout ça. Mais j'ai tous les documents, après tout ce que j'ai collecté comme information, sur toutes les familles qui sont imbriquées avec les Gnassingbé, directement ou indirectement. Directement ou indirectement. Voyez-vous? Et donc, on est dans cette posture. Et donc, pour mettre fin à ça, la seule chose qu'il faut faire, c'est de renverser la table. Sinon, vous serez toujours infiltré. Quoi que vous fassiez, celui que vous ne croyez même pas qu'il a des liens, c'est lui qui dira, oh, Mitatigna, voilà, voilà, un jour il va vous balancer. C'est ça notre problème. C'est ça le problème qu'on a. Donc, je passe ces photos-là, je passe ces images-là pour que chacun d'entre vous analyse. Moi, je fais la politique. C'est-à-dire, je m'intéresse à la politique plutôt, je m'intéresse à la politique depuis longtemps, j'étais militant, je m'intéresse à la politique avec le regard de celui qui a étudié l'histoire. Et à travers l'histoire, je fais mes propres analyses. Et j'observe le comportement des gens et je tire mes conclusions. Et les faits sont sacrés. Et les faits sont là. Donc, chaque geste que les gens posent, analysez ça sous le prisme de l'histoire. Ne pensez pas que ce sont des gestes isolés. Ce sont des actes isolés. Non. Cela a toujours un lien avec l'histoire. Mivedor, mais ces enfants sont où? Mivedor qui fait partie de ceux qui ont dit, bon, écoutez, il faut s'allier avec Yadema. Ces enfants sont où? Ils sont aux affaires. Ogamo Bagnan, vous savez qu'Ogamo Bagnan était nationaliste. Ogamo Bagnan a été envoyé par Sylvanus Olympio pour étudier en France. Après, il a passé toute sa vie aux côtés des Yadema. Et Demkodio, pareil, était nationaliste. Non, Nataba, il est trop jeune. Lui, il est trop jeune. Ogamo Bagnan. Ogamo Bagnan était un très grand nationaliste. C'est un très grand nationaliste. Mais aujourd'hui, Ogamo Bagnan ont été les piliers du régime. Et les Mivedor, les Bagnan, tout ça, plus leur club. D'ailleurs, la dame Mivedor, c'est qui son mari? Son mari, c'est Sambiani. La dame qui était ministre, son mari, c'est Sambiani. Sambiani, c'est qui? Il était à la CENI. C'est eux qui ont organisé les fraudes électorales pendant longtemps. Et Sambiani qui était à la CENI, c'est qui? Il a deux femmes. Il avait épousé la première fille de Bagnan, Bamondi, qui est décédée. Et c'est ça, l'autre femme qui est Madame Mivedor. Donc, voilà des réalités qui pèsent sur la politique de notre pays, qu'il faut connaître. Et je vous dis, c'est ceux qui sont visibles, ça. Il y en a qui ne sont pas visibles. Il y en a qui ne sont pas visibles. Mais quand le régime a besoin d'eux, il les utilise. Contre le changement. Donc, tant que vous ne mettez pas fin à ce système-là, qui est transversal, c'est un système qui est transversal. Tant que vous ne mettez pas fin à ce système qui est transversal, vous aurez tous les problèmes. Vous aurez tous les problèmes. Donc, quelqu'un comme Jean-Lucien Sangi de Tove n'est pas arrivé là-bas par hasard. Ils utilisent la symbolique. Quelqu'un comme Pascal Bodjona, son père n'a jamais basculé du côté de Yadema. Il le méprisait d'ailleurs. Il n'aimait pas Yadema. Moi, j'ai toujours vu le père de Pascal quand on était militant avec son meilleur ami, le commissaire Issa, à Accra plusieurs fois, chez Fogil, à Lomé, quand on a des meetings. C'est quelqu'un qui est resté droit. Il était chef CIR, il était chef CIR. Il est resté droit jusqu'à sa mort. Il y en a d'autres comme ça qui sont restés droits jusqu'à leur mort. Mais il y a d'autres qui ont scellé cette alliance par naïveté avec les militaires. Donc, Yadema est toujours resté
reconnaissant aux enfants de ces gens-là. Ceux qui ont voulu jouer les dieux, il les a liquidés. Malheureusement, les ATDP sont morts à Soudou. Donc, le Togo porte en lui beaucoup de blessures. Il y a des blessures très profondes dans ce pays que les gens n'y s'imaginent même pas. Quand on assassine le commandant Komlan, dans quelles conditions il a été assassiné? Dans quelles conditions on a restitué le corps à ses parents? Djagba, la famille n'a jamais vu le corps. C'est des blessures qui sont très profondes dans le pays. C'est des blessures qui sont très profondes dans le pays. Et c'est parfois des alliances qui résistent au temps et qui sont intergénérationnelles. Donc, autour des Gnassingbé, vous avez un peu de progressistes, un peu de nationalistes. Et pourtant, les nationalistes croyaient naïvement que, en faisant venir les militaires, pour eux, c'était une manière de mettre fin au néocolonialisme. Mais ils ont oublié que c'est le colon qui a amené Yadema à assassiner Sylvanus Olympio. C'est là où ils ont commis l'erreur. C'est là où ils ont fait preuve de naïveté. J'analyse les faits de façon dépassionnée. Je m'en tiens juste aux faits. C'est là où ils ont fait preuve de naïveté. 2 ans après, quand ils se sont rendus compte en 69 que Yadema ne voulait pas laisser le pouvoir, et Yadema a viré certains du gouvernement, d'autres sont restés, dont les Mivedo jusqu'à aujourd'hui. Les Djobo Boukari ont refusé. Après, bon, vous avez vu son histoire, on l'a assassiné. Ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Donc, Sylvanus, je le dis, c'est lui qui est le premier à payer de sa vie pour le Togo. En plus des autres compagnons, que sont les Djagba, que sont les Atirepe, que sont je ne sais pas comment on les appelle, tous les autres, les Kolor, les Lazo, le chef d'Obli de Korbongou, qui est un membre de la famille maternelle de Sylvanus Olympio. Tous ces gens-là ont payé beaucoup. Donc, le nationalisme, c'est sur l'ensemble du territoire que les Togolais ont vécu ça. Donc, Sylvanus, c'est un patrimoine de tous les Togolais parce qu'il a été président et de tous ceux qui se sont sacrifiés pour le nationalisme au Togo. Il n'est le patrimoine d'aucune famille, d'aucun groupe d'individus. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Chef Sire, c'était l'équivalent de préfet ou gouverneur, je ne sais pas, c'est selon, pendant le temps colonial, c'était l'équivalent de préfet ou de je ne sais pas quoi. Donc, je vais revenir, je vais inviter des gens. Je vous invite déjà à lire le livre de Abdoul Raouf. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce livre. Il y a d'autres livres. Je tiens à saluer le doyen Tété Godwin qui a fêté ses 98 ans ces jours-ci. C'est quelqu'un qui a traversé tout le temps, qui connaît presque tous les acteurs politiques. Depuis plus de 20 ans que je le connais, que je le fréquente. Quand je venais en France, j'allais le voir à Créteil, à l'université là-bas à Créteil, où il s'asseyait dans le restaurant pour écrire ses livres. Il a toujours envoyé ses premiers livres aux journalistes que nous sommes, parce qu'il publiait des pamphlets chez nous. Aujourd'hui, il a 98 ans. C'est un homme de mémoire qui a beaucoup fait dans la recherche. Et il y a d'autres. Donc, la génération d'aujourd'hui doit apprendre de ces vérités-là et comprendre les difficultés que la lutte rencontre aujourd'hui. L'imbrication de certaines personnalités, de certaines familles, de façon intergénérationnelle. La transversalité de ce régime-là. Maître Agba, si vous êtes dans le commentaire, vous pouvez donner le titre du livre à ceux qui en demandent. J'ai perdu le titre du livre. La transversalité de ces gens-là. Donc, aujourd'hui, la lutte que nous menons, c'est comment mettre fin à cette dictature. Et la fin de ce système-là ne doit pas enchanter tout le monde. Ça ne doit pas enchanter tout le monde. Il faut le savoir. Ça ne va pas enchanter tout le monde. Et la seule façon, aujourd'hui, de déconstruire ce système,
c'est de faire ce qu'on fait, la sensibilisation, la dénonciation, tout ça. Et c'est pour ça que je voulais interpeller un certain nombre d'acteurs politiques en disant, quand on fait des analyses, les gens se fâchent, les gens insultent. Alors que quand vous êtes dans l'espace public, vous devez supporter les analyses. Si vous ne pouvez pas supporter les analyses, mais allez créer votre société, disparaissez de l'espace public. Aujourd'hui, on n'entend plus trop les leaders sur tout ce qui se passe au Togo. Tous les scandales, les problèmes, tout. Personne n'entend plus un leader. Quand les leaders sortent, c'est juste pour faire un communiqué pour dire oui, code électoral, ceci, tout ça. On n'entend plus les leaders. La corruption, la mauvaise gouvernance, les difficultés, le manque de route, tout ça, on n'entend plus personne. On n'entend plus personne. Le professeur Gogué, il est aujourd'hui pratiquement le chef de file de l'opposition. C'est un brillant professeur d'université qui a formé des générations d'étudiants, d'économistes. Professeur, on aimerait vous entendre sur les questions économiques. On a besoin de vous entendre sur la dette du Togo. Pourquoi il y a autant de dettes au Togo? Où est passé l'argent? On a besoin de vous entendre quand on parle du port autonome de Lomé, quand on parle des mines qui sont dévoyées, quand on parle des banques qui sont privatisées. Vous êtes un économiste brillant. On a besoin de vous écouter, tout comme les autres opposants qui ont la capacité. Je vous interpelle parce que vous êtes économiste. Quand on parle de l'OTR, on vient de voter la loi de finances, vous êtes à l'Assemblée. On ne vous entend pas nous décortiquer la loi de finances et les goulots d'étranglement qui sont dans la loi de finances contre les Togolais. Vous savez que l'OTR a commencé par aller dans les maisons où les gens louaient pour leur imposer des taxes, toutes les maisons en location. L'OTR a commencé par aller dans les maisons et faire même des redressements aux gens. On a besoin de vous entendre. Tout comme on a besoin de vous entendre sur tous les privatisations, les mines. Parce que vous, en tant que député, vous avez certainement accès à des documents. On a besoin de vous entendre. Tout comme tous les autres responsables de la classe politique. Mais on entendra les gens que quand il faut dire, bon, il y a les élections, code électoral, dialogue. Non, c'est la déconstruction de la dictature, c'est un travail de conscientisation de tous les jours. Donc, tous les dossiers de corruption, par exemple, la cession du port autonome de Lomé au groupe MSC, qu'est-ce qui est derrière? La cession de IB Bank, qu'est-ce qui est derrière? De la BTCI, qu'est-ce qui est derrière? Les mines qu'on est en train de creuser, c'est pas, de manganèse à Dapan là-bas, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi il n'y a pas de l'eau potable? Pourquoi il y a ci? Pourquoi ça, il y a ça? Nous, les leaders d'opinion, on fait notre part. Mais vous, les hommes politiques, mais attendez. Mais quand on le dit, c'est pas pour... c'est une interpellation. J'estime que vous, en tant que professeur d'économie, M. Gogué, vous avez les compétences pour venir éclairer la lanterne des Togolais sur la question de la dette, sur les privatisations, que nous, comme ça. Aujourd'hui, c'est Ditri, plus ou moins, que je sollicite et on fait ça ensemble. Je te salue au passage, Ditri, qui fait d'excellentes analyses. Mais vous, en tant qu'homme politique, vous devez parler au peuple. Vous devez montrer que si vous avez le pouvoir demain, vous pouvez gouverner. Vous devez montrer que dans tel domaine, vous avez les clés pour gouverner le pays. Quand on vous interpelle, ce n'est pas par méchanceté. Le port autonome de Lomé, là, on vient de voter la loi de finances. On vient de voter la loi de finances. Vous l'avez, professeur Gogué. Vous savez, à travers ce document que vous avez étudié à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que le port apporte au budget de l'État? Qu'est-ce que les mines apportent au budget de l'État? Combien rapportent les phosphates? Combien rapporte la Lonato? Combien rapportent les mines qu'on est en train de creuser? Mais c'est le moment d'exposer tout ça au peuple togolais en demandant au gouvernement pourquoi le port qui fait autant d'activités n'apporte rien. La Lonato, la Caisse nationale de sécurité sociale, pourquoi on dépense autant d'argent pour construire des villas alors qu'on donne encore des allocations familiales à 2000 francs depuis 34 ans? Le prix du gaz butane, on en a parlé ici. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? J'ai un rapport du port autonome de Lomé. Je vais faire les publications dans les jours à venir. Si vous voyez ce qui se passe au port autonome de Lomé, c'est la catastrophe. Si vous voyez comment les gens manipulent l'argent du port autonome de Lomé, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Les difficultés des paysans,
le manque d'engrais, les histoires de filières où les jeunes ont des difficultés. Mais on ne vous entend pas. Mais c'est vous qui devez rassembler les éléments. Conférences de presse, faire des réunions. Je parle de l'ensemble de la classe politique. Je parle du professeur Gogué parce qu'il est un économiste. C'est pour ça que je l'interpelle. Tout gentiment. Ils sont coincés par quoi? Mais ils sont des opposants. Ils sont coincés par quoi? Quelqu'un dit dans les commentaires qu'ils sont coincés. Ils sont coincés par quoi? Ils sont dans l'opposition. Ils sont coincés par quoi? L'OTR qui étouffe, les opérateurs économiques qui étouffent les populations. On n'entend personne. Les amis, je vais m'en arrêter là. Je pense que j'ai fait l'essentiel aujourd'hui. Sur l'histoire du Togo, dans cette période de 66 jusqu'en 71, 72 et tout ça, jusqu'en 77, je vais revenir là-dessus et je vais inviter des amis à moi, des gens qui ont aussi vécu un certain nombre de faits. Et on va faire un live. Et vous allez écouter les témoignages. Et vous allez voir les imbrications. Les imbrications. Et vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je vous souhaite... professeur Gogué, je pense qu'il est de la branche nationaliste, il n'est pas autonomiste. Ce n'est pas un autonomien, non. C'était comme ça que les gens s'appelaient à l'époque. Il y a les Abloré Bibo et Abloré Cancan, donc les autonomistes et les cutards. Donc, c'est les vieilles qui disaient autonomie. C'est ça. Donc, autonomie, comme c'était comme ça qu'ils avaient dirigé un peu, ils avaient partagé un peu le pays, quoi. Donc, quand tu as une famille de autonomie, on te connaît. Quand tu as une famille de Abloré, on sait aussi. Donc, tout ça continue de jouer aujourd'hui. Allez, je vous dis merci d'avoir pris de votre précieux temps pour me suivre. Bon, j'espère que j'ai ouvert le débat, parce que c'est chaque dimanche que j'ouvre le débat, et après, toute la semaine, chacun prend sa part. En tout cas, moi, j'ai fini avec les histoires de l'élection. Moi, je ne reviendrai plus sur les histoires d'élection. Dans ma petite tête, je sais que 1000 fois on ira aux élections, 1000 fois le régime sera président, le régime va toujours donner les résultats qu'il veut. 100 ans, ils seront toujours là. Et 100 ans, on va se mettre à pleurer. Faure n'a pas peur des élections. Ce dont il a peur, c'est pour ça qu'il met les barberies. Voilà, il a peur de la contestation. Il a peur, parce qu'une dictature n'aime pas la contestation. Il a peur de la contestation. Il a peur de tout. Mais c'est avec les derniers événements que Faure met les barbelés. Ça veut dire qu'il a peur. Donc, ce n'est jamais les élections qui lui font peur. Mais c'est la contestation. Parce que la contestation peut amener même des fractures au sein du régime. Parce que tous ceux qui sont dans le régime, il y en a aussi qui sont fatigués, qui veulent que le régime tombe. Donc, la contestation, quand elle s'intensifie, elle crée des fractures internes au système. Elle crée des dissidences au système. Donc, il faut mobiliser les gens, il faut mobiliser les Togolais, préparer les Togolais pour ça. Après, bon, ceux qui sont pour les élections, c'est aussi leur choix. On ne les condamne pas pour ça. Donc, voilà ce que moi je pense. Je le dis par expérience. Donc, je vous ai montré tout à l'heure tout ce qu'on a fait jusqu'en 2015 pour vous dire que sur la question des élections, on vient de très loin. Et je ne vous parle pas des législatives. Les législatives aussi, on les a suivies. Merci à la technique. Je vous dis merci, vous tous qui étaient restés mobilisés jusqu'à cette heure. Merci infiniment. Ceux qui m'ont envoyé des messages que je n'ai pas pu lire parce que je n'ai pas pu les télécharger, peut-être le live prochain, je vais essayer de partager ça avec l'opinion. Et voilà, on espère que les choses vont bouger. J'ai vu qu'il y a même quelqu'un qui a dit la dernière fois que les élections ne vont pas régler le problème du Togo. C'est tant mieux, c'est ce qu'on dit. Et voilà, et les autres passent le temps à insulter. À partir du moment où c'est eux-mêmes qui viennent le dire, c'est tant mieux. Quand on fait les conclusions, et quand on fait le constat, il faut tirer les conclusions. Il faut tirer les conséquences plutôt. Quand on fait un constat, il faut tirer les conséquences. Voilà. Merci à la technique. Sassokoudou pour terminer ce live. Merci à vous tous. On reste en contact.
J'irai pas, mon général, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. J'espère que vous êtes. Non, je ne tirerai pas. Oh non, J'espère je que, ne. s'il vous plaît, j'espère que vous êtes suffisamment abonné chez mon frère Romarixon. Dimanche prochain, on va lancer un abonnement sur la chaîne YouTube de notre frère Raoul Tagba, qui est aux États-Unis. On va le faire comme ça. Et voilà. Et donc, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de compatriotes qui sont en train de travailler, qui essaient de voir comment ils peuvent se réorganiser pour relancer la lutte. C'est important et on va prier pour eux pour que tout se passe très bien. Je parle de Raoul Tagba. Raoul Tagba, c'est un compatriote qui est aux États-Unis. Voilà. Donc, merci infiniment. Et voilà. Donc, j'espère que vous êtes suffisamment abonnés chez Romarison, chez Zaga aussi la dernière fois. Et on le fera petit à petit comme ça. Merci. Je ne tirerai pas, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question, en quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, je me suis engagé, et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes. Or notre mission, c'est protéger la nation. Alors ne faites pas de moi le bourreau que je ne suis pas. Alors j'irai pas, mon général, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Moi j'ai retrouvé, en entrant dans l'armée, de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général. Ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je suis bon militaire et j'aime pas semer le chaos. J'ai la plénitude de toute ma conscience. Alors j'irai pas, mon général, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, je ne tirerai pas. Ouais, j'ai commis un lapsus là, je parlais de Lanzo plutôt de Lazo, Lanzo plutôt, pas le père des idoles Lazo, non. Il y a un Lanzo qui est, il y a un monsieur qui est décédé, qui était dans la diaspora, qui est décédé la dernière fois, l'année passée par accident à Lomé, c'est lui Lanzo, c'est pas Lazo. C'est Lanzo qui était assassiné. C'est le différent de Lazo. Je m'excuse. C'était un lapsus. Hein. C'était un lapsus. Il était important que je fasse la précision. Merci. Pas oh non, par amour pour mon pays. Bye bye, 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 bye. Bye 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 bye, bye bye, bye bye bye. J'irai pas, mon général, j'irai pas. J'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Ouais, quelqu'un me parlait de Damiba. Oui, effectivement, Damiba, bon, pour ceux qui demandent, hein, il y a eu une audience le vendredi à Lomé à la cour d'appel et la chambre d'instruction de la cour d'appel a cédé à la demande d'extradition de Damiba et je pense que depuis quelques jours, il n'est plus libre de ses mouvements à Lomé, lui et de ses collaborateurs. Sauf que je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, il a été extradé ou pas. Mais je sais qu'il y a eu une audience à la cour d'appel le vendredi, supervisée d'ailleurs par le ministre de la Justice, Adjouvi, qui n'était pas trop loin, et la chambre d'instruction a accédé à la demande d'extradition de
de Henri-Paul Damiba. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est l'ancien chef d'État au bouddhisme du Burkina qui est au Togo. Donc, depuis, il n'est plus libre de ses mouvements. Il vivait à Lomé 2, dans les 6 villas ou les 5 villas, pas loin du lieu de détention de Félix Katanga. Et donc, depuis, il n'est plus libre de ses mouvements. Peut-être qu'ils sont en train de préparer son extradition. Donc, voilà ce que je peux dire pour ceux qui m'ont posé la question. Je sais qu'il y a eu cette audience. Je sais que la Chambre d'instruction a accédé à la demande. Je sais que Damiba et 2 de ses collaborateurs ne sont plus libres de leur mouvement. Maintenant, est-ce qu'il a été extradé? Ça, je ne sais pas encore. Merci. En quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, je me suis engagé. Et dans les rangs des aberrations me résonne. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes. Or notre mission, c'est protéger la nation. Alors ne faites pas de moi le bourreau que je ne suis pas. Alors j'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Moi j'ai retrouvé, en entrant dans l'armée, de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général. Ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je suis bon militaire et j'aime pas semer le chaos. J'ai la plénitude de toute ma conscience. Alors j'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Bye bye, 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 bye. Mes condoléances aussi à Jamie qui a perdu sa mère. Je ne savais pas. Mes condoléances, sincères condoléances à toi, Jamie. Il semble que tu as perdu ta mère. C'est des moments très difficiles. Beaucoup de courage, union de prière. Et puis voilà, nous sommes de cœur avec toi. Merci. Bye 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 bye, bye 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 bye. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Merci. Et semaine et à plus tard.